Mayotte, actualité. Bonjour et merci de votre fidélité. Madame Le Pen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis surtout de réserver vos premiers mots à la télé à Kwesi. On vous en remercie beaucoup. J'étais place de la République avec vous ce matin. Vous sembliez très touché, très ému par l'accueil qui vous a été réservé. Oui, je suis toujours très émue quand je viens à Mayotte parce que je n'arrive pas à concevoir qu'on laisse des compatriotes dans une situation comme celle-là. C'est vrai que je suis toujours très fière de la France, mais quand je viens ici, en réalité, j'ai honte de la manière dont la France se comporte à l'égard des Mahorais. J'ai honte de l'avenir des enfants qu'on hypothèque, j'ai honte de l'insécurité dans laquelle on laisse vivre les Mahorais. J'ai honte de voir qu'ils sont tellement gentils et tellement généreux et tellement patients que, en réalité, ça finit on finit par ne plus entendre leurs souffrances au niveau du gouvernement. Donc, je les ai toujours défendus. Je prends la parole régulièrement à l'Assemblée nationale. J'aimerais évidemment être en situation de faire plus et le plus vite possible. Alors vous avez rendu hommage à Zakia Madi, qui est une personnalité importante pour nous et pour l'histoire de Mayotte. C'est un symbole. Pour vous, avoir organisé cette séquence, c'est un symbole de quoi ? Mais c'est le symbole que le combat pour Mayotte française n'est pas fini, puisque en réalité, le président des Comores met systématiquement en cause l'appartenance de Mayotte à la France et il semble en être récompensé par le gouvernement français. On lui déroule le tapis rouge, on lui accorde des dizaines de millions d'euros. On ne sanctionne jamais ces propos qui sont absolument inadmissibles et qui touchent en réalité à l'intégrité de la France, alors que le président en est le garant. Et donc ce combat-là n'est pas terminé. Je pense qu'il est même plus d'actualité que toujours, parce que je persiste à penser, je le dis depuis longtemps, alors on me regardait avant de manière un peu dubitative, mais je pense depuis longtemps qu'en réalité, nos gouvernants, ont comme projet de laisser tomber Mayotte. Et j'ai rencontré des élus qui semblent avoir aujourd'hui le même avis que moi. C'est-à-dire que l'absence totale, si vous voulez, d'investissement dans les infrastructures de Mayotte, comme s'ils ne voulaient pas dépenser de l'argent dont ils savaient que cet argent, en réalité, ne servirait pas. Les moyens toujours un peu dérisoires qu'on met en place, les bouts de ficelle, les mesures qui sont éparses, qui ne correspondent pas à une vraie stratégie de défense de Mayotte. Tout ça m'inquiète énormément et le comportement qu'a le gouvernement français à l'égard du président des Comores participe de cette inquiétude. Alors, vous revenez de Cavani, où vous étiez juste avant. Je sais que vous avez déambulé dans la rue où les migrants vivent dans des conditions épouvantables. Vous avez rencontré aussi le collectif de Cavani, représentant les habitants. Vous avez d'abord ressenti quoi quand vous avez vu ? Parce qu'en entendre parler, c'est une chose, oui. Le voir, c'en est une autre. C'est la désolation. Je l'ai dit d'ailleurs aux femmes de Cavani. Je leur ai dit, vous savez, je pense qu'il n'y a pas, en réalité, fondamentalement, un Français qui sait exactement ce qui se passe à Mayotte. Je pense que si les Français savaient précisément ce qui se passe à Mayotte, voyaient de leurs yeux, et j'espère que je vais contribuer à ça, en emmenant aussi la presse nationale dans mes pas, eh bien, ils seraient horrifiés par cette situation. Je veux dire, c'est insoutenable de voir ça. Mais c'est insoutenable aussi de prendre conscience qu'ils n'ont plus accès aux services publics, que les jeunes n'ont plus accès à la maison des jeunes, ils ne peuvent plus aller se former, les entreprises n'investissent plus. Aujourd'hui, les jeunes partent, les entreprises partent. C'est-à-dire qu'on est en train de vider, en réalité, Mayotte de son sang, de son âme et par conséquent de son avenir. Bon. Cette urgence dont je parle depuis des années, elle est là plus que jamais. Et je crois que je ne m'étais pas beaucoup trompée dans les analyses que je pouvais faire, y compris quand je me suis confrontée à l'espérance qu'a créée Wambushu 1. Moi, j'étais très sceptique et je voyais que les gens m'en voulaient d'être sceptique parce qu'ils avaient envie d'y croire. Bien sûr. Mais moi, j'ai un devoir de vérité et je voyais bien que les mesures qui étaient mises en œuvre, comme elles ne correspondaient pas à une stratégie globale,
allait évidemment échouer. Et l'échec a été peut-être encore pire que celui que j'imaginais. Et la frustration que ça a créé, la déception, voire même le désespoir, est terrible, si vous voulez, en miroir de l'action du gouvernement. Alors, vous êtes présidente du premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Vous avez vu Cavani. Qu'est-ce que vous allez faire une fois revenu à Paris et dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Je vais faire ce que je n'ai cessé de faire, c'est-à-dire alerter le gouvernement, alerter les ministres de ce qui se passe. Peut-être d'ailleurs demander au ministre de l'Éducation de venir voir s'il trouve normal que dans un département français, il y ait les enfants qui n'aient classe que la moitié du temps, c'est-à-dire par demi-journée, tellement il y a d'enfants nouveaux qui en permanence doivent être accueillis. Peut-être aller voir les jeunes filles que j'avais rencontrées la dernière fois et dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avaient les larmes aux yeux en disant « je voulais être infirmière, mais on a école un jour sur 3 parce qu'il y a des agressions, le lycée ferme et j'arriverai jamais à être infirmière ». Moi, je trouve ça fou que des ministres de l'éducation ne viennent pas, que le ministre de la Santé ne vienne pas. Je veux dire, quand on voit que reviennent des maladies qui sont des maladies moyenâgeuses, comme le choléra. Bon, et ça n'intéresse personne de voir que les hôpitaux sont totalement surchargés. Ces ministres-là ne savent pas que Mayotte existe. Donc, je vais essayer de faire ça, je vais alerter, je vais faire ce que je peux faire dans la situation qui est la mienne. Mais il est évident que j'ai les pieds qui grattent le sol, vous voyez, d'envie de me lancer dans une course au pouvoir qui me permettrait d'atteindre des responsabilités où enfin je pourrais faire quelque chose immédiatement en fait pour les habitants de Mayotte. Alors justement, vous dites que le dialogue avec l'Union des Comores, vous le voulez plus ferme. Pourquoi, depuis tant et tant d'années, gouvernement après gouvernement, cette gentillesse finalement vis-à-vis de l'Union des Comores se poursuit? Comment vous l'expliquez? Parce que je crois que on le fait tous le constat. Mais en réalité, je ne l'explique pas. C'est bien pour ça que je vous dis que je ne peux que conclure qu'en réalité, il y a une volonté derrière cette absence de fermeté de permettre aux Comores, par l'organisation des filières d'immigration clandestine, car la réalité, c'est que les Comores incitent les immigrés clandestins à venir, nous le savons tous, et espèrent derrière ces vagues migratoires qu'à un moment donné, démographiquement, ils gagnent la bataille. Et le gouvernement, si tout le monde le sait, le gouvernement ne peut pas ne pas le savoir. Donc s'il le sait aussi, c'est donc qu'il partage cet objectif. Et vous feriez quoi quand vous serez, si vous y arrivez, à être présidente de la République? D'abord, je vais siffler la fin de la récréation avec les Comores. Je vais leur expliquer que c'est terminé, qu'ils ne peuvent pas impunément mettre en danger la vie de mes compatriotes, l'intégrité territoriale de la France. Et donc, je prendrai un certain nombre de mesures extrêmement fermes. Les mesures extrêmement fermes, elles sont de multiples natures par ailleurs. Elles peuvent très bien passer par le refus de délivrance de tout visa pour les Comores, y compris les dirigeants. Elles peuvent passer par l'arrêt de tout transfert d'argent, y compris les transferts d'argent privés des Comoriens qui travaillent en France vers les Comores. Elle peut aussi passer par le gel des avoirs des dirigeants des Comores. Croyez-moi, nous avons un certain nombre de moyens. Et parallèlement à ça, il faut mettre en place des moyens de protection des eaux territoriales. Je l'ai dit ici, ailleurs, il faut au moins un bâtiment de la marine avec un centre de rétention administrative flottant pour créer une politique dissuasive d'immigration. Ça ne sert à rien de venir, vous ne passerez pas. Voilà. Vous n'atteindrez pas les rives de Mayotte, c'est clair. Donc, ça durera 1 mois, ça durera 2 mois, ça durera 6 mois. Et puis, au bout de 6 mois, les gens diront ça ne sert à rien de payer des passeurs ou de tenter la traversée, puisque de toute façon, nous ne pourrons plus accéder à Mayotte. Et puis, parallèlement, il faudra régler le problème de l'insécurité qui va nécessiter, là aussi, énormément de fermeté. Et justement, que fait-on du stock, parce qu'il y en a quand même un paquet de délinquants qui sont sur le département, parce qu'ils ne viennent pas d'Anjouan et puis ils ne repartent pas le soir, ils sont ici, les délinquants. Oui, d'accord, ils sont ici, mais ils ne sont pas de nationalité française. Donc tous ceux qui ne sont pas de nationalité française, nous allons exiger des Comores qu'ils les reprennent, parce que c'est le droit international, y compris les mineurs. Parce qu'un État est responsable de ces mineurs.
C'est pas parce qu'ils sont mineurs que d'un coup, ils peuvent s'évanouir dans la nature. Mais les conventions internationales font qu'on n'a pas le droit, en théorie. Non, on n'a pas le droit d'expulser de force des mineurs. Mais on peut très bien imposer qu'un État vienne récupérer les mineurs qui sont des nationaux de cet État. Ça fait partie de la négociation dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il faut que ça cesse, et ça cessera. Parce que si la France n'est pas capable de protéger Mayotte, face encore une fois à la volonté et à l'hostilité des Comores, mais il ne faut pas aller envisager de faire la guerre à la Russie. Je veux dire, tout le monde va nous rire au nez, quoi, à un moment. Donc, nous sommes la 6e puissance mondiale. Encore, ça ne durera peut-être pas, compte tenu de la politique d'Emmanuel Macron, mais c'est le moment de le montrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Marine Le Pen, des étudiants qu'on appelle les Nini? Ils sont ni français, ni comoriens. Ils ne veulent pas prendre la nationalité comorienne. Ils font des études. Ce n'est pas forcément des délinquants, c'est des jeunes qui ont envie de réussir leur vie. Ils sont ici et ils sont en bout de parcours. On fait quoi Nini, de ces jeunes? Ça veut dire quoi, Nini? Mais ni français, ni comorien. Non, mais ça n'existe pas, ça. On a une nationalité, donc il faut arrêter avec ça aussi, avec les faux semblants. Je veux dire, ils ont une nationalité, voilà, et donc on leur applique la loi en fonction de leur nationalité. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on empêche les jeunes Mahorais de partir de Mayotte? Parce qu'ils ont le sentiment qu'il n'y a plus d'avenir. Voilà, c'est ça la vraie question. Pendant très longtemps, je vous ai dit que l'immigration était un problème, je persiste bien entendu à le dire. Mais aujourd'hui, en plus, il y a un problème d'émigration. C'est-à-dire que les jeunes émigrent. Ils partent à La Réunion, ils partent en métropole, et ce sont des déchirements pour leurs parents, pour leurs grands-parents, pour leur famille. Et puis c'est, encore une fois, donner la chance à des jeunes de pouvoir créer leur avenir dans leur île, c'est quand même la moindre des choses. Bon. Donc voilà, il faut rétablir la sécurité, il faut rétablir l'autorité de l'État, il faut protéger nos eaux territoriales, pas seulement d'ailleurs contre l'immigration clandestine, il faut les protéger aussi des pillages qui peuvent intervenir de la part d'un certain nombre de pays qui pillent nos eaux territoriales au détriment de nos pêcheurs. Il faut demander à l'Union européenne d'investir notre argent dans les infrastructures de Mayotte, parce que la piste de l'aéroport, enfin je veux dire, ça fait 10 ans qu'elle aurait dû être faite, bon, et l'assainissement de l'eau, et j'en passe et des meilleurs, et les canalisations, la modernisation et la réparation des canalisations, enfin, tout cela devrait être financé, ce sont des infrastructures. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, ne vous laissez pas culpabiliser, nous versons 27 milliards d'euros à l'Europe, et elle ne nous en rend que 19. Ça veut dire qu'elle en embourbe, selon les années, entre 8 et 10 milliards. Donc c'est notre argent, c'est pas de l'argent fabriqué, encore une fois, dans les sous-sols de Bruxelles. C'est l'argent qui sort de la poche des Français, ce sont nos impôts, c'est parfaitement naturel que nous en bénéficions. Quand vous êtes arrivé à La Réunion, puisque vous étiez juste avant, la patronne du parti allemand Alternative für Deutschland a pris la parole pour s'interroger sur Mayotte française, justement. C'est un parti avec lequel le Rassemblement national siège à Bruxelles. Forcément, ici à Mayotte, ça inquiète de se dire, voilà, voter Rassemblement national, c'est être dans un groupe politique qui ne soutient pas finalement Mayotte française, ça fait peur. Non. Je veux dire, je pense que franchement, les Mahorais savent qu'ils peuvent avoir confiance en moi. C'est pas le premier désaccord que j'ai avec l'AfD. Ça commence à devenir récurrent par ailleurs. Ils ont essayé de faire une sorte de parallèle que je trouve absurde entre Mayotte et la Crimée pour essayer de faire un billard à trois bandes, qui s'occupent de leurs affaires allemandes et qui nous laissent protéger notre Mayotte française. Mais je ne vous cache pas que ça m'a beaucoup fâché, en effet. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cette dame quand vous allez la revoir la semaine prochaine ou dans 15 jours parce que vous allez négocier, je suppose, des accords pour après le 9 juin. Non, mais d'abord, la Constitution, ce que sera le groupe après le 9 juin, en réalité, au moment
où on se parle, personne ne le sait, car toutes les négociations sont en cours et le groupe pourrait être d'ailleurs beaucoup plus large que celui qu'il est aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce que nous souhaitons, mais je vais lui demander des explications, je vais lui demander de revenir sur ses propos, de les clarifier, car soit c'est une énorme maladresse et c'est une de plus et ça fait beaucoup, mais enfin bon, ce serait moins pire, soit il y a véritablement une remise en cause du caractère français de Mayotte, et à ce moment-là, ce sera, en ce qui me concerne, une rupture. Madame Le Pen, vous avez dit à la réunion que si vous arriviez en tête le 9 juin, vous demanderiez à Emmanuel Macron une dissolution. Nous, le 9 juin, on n'aura pas encore eu notre abolition du droit du sol ni la fin de notre visa territorialisé, donc c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a cette dissolution quel sera l'avenir de cette abolition du droit du sol et puis également de ce visa territorialisé qui nous pose problème? L'avenir serait quand même bien meilleur, parce que d'après les sondages secrets qui sont faits, le Rassemblement national pourrait avoir la majorité des députés. Donc avec la majorité des députés, Mayotte n'a plus trop de soucis à se faire tout de même. Bon. Et il est évident que non seulement on défendra la suppression du droit du sol, mais on la défendra, cette suppression, pour toute la France. Parce qu'en réalité, si c'est une incitation à venir de manière clandestine à Mayotte, c'est en réalité une incitation à venir de manière clandestine dans l'ensemble du territoire français. Et ça fait donc 20 ans que nous réclamons cette suppression du droit du sol en disant la nationalité française, Syrie, tout se mérite. C'est assez clair. On peut être naturalisé, mais encore faut-il démontrer les qualités pour rejoindre le peuple français, et il faut qu'on soit exigeant sur les critères. Mais on ne peut pas le devenir automatiquement. Voilà. Donc ça s'appliquerait à tous les Français, et donc en réalité, tout le monde y gagnerait. Et la fin du visa territorialisé? C'est la même chose. C'est la même chose. Moi, je suis pour la fin des visas. Donc territorialisé, le sujet n'est pas là. Il faut arrêter, là. Il faut un moratoire d'urgence, là, sur l'immigration. Stop! Ça déborde, tout déborde. Les services publics sont en carafe, les routes sont en carafe, l'hôpital est en carafe, le réseau d'eau est en carafe. Non, on va attendre quoi exactement pour arrêter immédiatement cette immigration? Donc il faut l'arrêter à Mayotte. Il n'y a plus de visa, on ne discute plus là, c'est fini. Et on règle la situation du stock, comme vous dites, et après, on voit et on mettra en place, encore une fois, des critères exigeants et une vérification et une surveillance. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne en métropole. Vous avez un visa, tourisme, étudiant, etc. Et puis à la fin du visa, vous restez en situation irrégulière. Bon, encore une fois, la loi républicaine doit être respectée, parce que si la loi républicaine n'est pas respectée, alors c'est le peuple français qui ne l'est pas. Vous avez dit que vous vouliez flinguer la retraite de Macron. Ça fait sourire. Mais nous, si vous voulez la retraite de Macron que vous voulez flinguer, on ne l'a même pas à Mayotte. Et donc, qu'est-ce que vous ferez pour les travailleurs mahorais, si je puis dire, pour qu'ils puissent bénéficier au moins de la retraite Macron avant que vous la flinguiez? C'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que Macron avait flingué une retraite et que donc il fallait flinguer la sienne, puisque en réalité, ce qu'il souhaite après son mandat de président de la République, c'est être président de l'Union européenne. Tout le monde a bien compris. Bon, oui. Si le Rassemblement national arrive très en tête de l'élection, il est évident qu'Emmanuel Macron aura perdu tout crédit et qu'il devra revenir devant le peuple, parce que c'est ça la démocratie aussi. C'est quand le peuple n'adhère plus, alors il faut revenir aux urnes. C'est ce que prévoit notre Constitution. Et on regardera, vous savez quelles sont les propositions que j'ai faites en matière de retraite, et notamment une proposition qui m'apparaissait quand même très juste, à savoir qu'à partir du moment où on avait commencé à travailler avant 20 ans, eh bien, au bout de 40 ans de cotisation, on pouvait partir à la retraite à 60 ans. Il va falloir revoir, encore une fois, tout cela, parce que Emmanuel Macron, qui est censé être le Mozart de la finance, nous a quand même ruinés. Il a fait plus de dettes en 7 ans que ce que nous avions comme dette en l'an 2000. Bon, sacré Mozart, en effet. Et donc, il y a des économies à faire. Il y a l'économie de l'immigration, c'est l'éléphant dans le couloir que tout le monde fait mine de ne pas voir. Il y a les fraudes qui ont des conséquences très lourdes. Et avant de demander, comme d'habitude, des efforts
aux Français. Commençons par faire, encore une fois, les économies qui s'imposent et on verra dans quelle situation on sera. On sera, je pense, dans une situation bien meilleure. L'Union européenne à Mayotte souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire finance d'un côté l'usine de fabrication des Kwassa en Jouan, autorise les thoniers sonneurs séchellois à ratisser les fonds du parc naturel marin. On est obligé d'arracher, après 5 ans, une toute petite possibilité de pouvoir financer les bateaux de nos pêcheurs. Pourquoi est-ce que les Mahorais qui nous écoutent iraient voter le 9 juin ? 71% de taux d'abstention en 2019, quand même. Oui, mais alors là, il faut aller voter. Il faut aller voter, parce que quand on ne vote pas, ce sont les autres qui décident pour vous. Bon. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national les a toujours défendus. Parce qu'on a toujours défendu la pêche, y compris la pêche mahoraise. D'ailleurs, France Jamais est intervenue sur ce sujet, parce que nous défendons l'idée que l'Union européenne doit évidemment adapter les règles qu'elle impose à l'outre-mer. On arrive à des absurdités absolument totales. L'absurdité, justement, des règles pour les bateaux, où les bateaux mahorais sont trop petits pour être financés, alors que c'est la pêche traditionnelle mahoraise. L'absurdité du bouclage des animaux à La Réunion, où on oblige à mettre des boucles aux animaux qui sont électroniques, alors qu'il n'y a pas de lecteur électronique sur l'île et que ça coûte 5 fois plus cher qu'un bouclage classique. Et j'en passe et des meilleurs. Je pourrais vous donner 100 exemples de ce type. Donc, il faut évidemment qu'il y ait une adaptation. C'est bien beau de dire RUP, mais quand on a dit RUP, on n'a rien dit. On est RUP, ouais, très bien. Mais si RUP, c'est pas justement permettre d'avoir une adaptation au climat, aux traditions, à la manière dont l'activité se déroule. Je veux dire, les agriculteurs qui sont indépendants, ils ne sont pas financés par le POSEI, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les coopératives qui sont financées. Sauf qu'en Outre-mer, très souvent, ce sont des petits exploitants qui font d'ailleurs vivre leur famille grâce à leur exploitation. Eh bien, eux, ils ne peuvent pas prétendre au retour de leur argent aussi, parce qu'encore une fois, je rappelle, ce sont les impôts des Français. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais comme avec les Comores, le gouvernement français ne se bat plus pour personne en France en réalité. Jamais ils ne montent au créneau, jamais ils ne disent non à l'Union européenne, jamais ils tapent du poing sur la table. Ils veulent être les meilleurs élèves de l'Europe, même dans l'absurde. Et ils veulent être les meilleurs élèves de l'Europe, précisément parce qu'Emmanuel Macron prépare sa retraite. Marine Le Pen, 36 jours de barrage, une crise de l'eau inimaginable, encore une fois pour la métropole. Ça a mis l'économie mahoraise à genoux. Qu'est-ce que vous proposez pour relancer la machine ? Parce qu'en parallèle, le conseil départemental est fauché, on peut le dire, et n'a pas les moyens de financer la relance économique. Mais la relance économique ne peut pas se faire tant que le niveau d'insécurité est celui-là. Il ne faut pas mentir. Je pense qu'il faut arrêter de se mentir. Si on ne règle pas le problème de l'immigration clandestine et de l'insécurité qui en est la conséquence, on ne pourra pas relancer la machine économique. Parce qu'encore une fois, les jeunes partent, parce que les entreprises partent, parce qu'il n'y a pas un investisseur aujourd'hui qui va risquer de mettre de l'argent pour avoir des salariés qui ne viendront pas parce qu'ils ont été agressés ou parce que les gens qui viennent du Nord, après 17 heures, ils ne prennent pas un certain nombre de routes. Vous voyez, donc la relance économique, elle se fera d'elle-même à partir du moment où on a réglé les problèmes. Il faudra peut-être relancer, bien sûr, il faudra des investissements, il faudra un plan. Mais c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire un plan sur 15 ans pour l'outre-mer. Il faut un plan stratégique pour l'outre-mer, dans son ensemble d'ailleurs. Il faut que chaque territoire sache dans quel secteur ils peuvent investir, ou dans quel secteur l'État les appuiera, quelles sont les nouvelles technologies où ils peuvent intervenir. Vous savez très bien que j'ai défendu le fait que Mayotte devienne le port arrière du champ gazier que Total envisageait de faire dans le canal du Mozambique, qui est un champ gazier considérable, qui aurait entraîné une explosion économique pour Mayotte. Sauf que jamais Total ne mettra son port arrière à Mayotte compte tenu de la situation. Et heureusement, si je puis me permettre, puisque c'était entre Mayotte et le Kenya, heureusement, il y a eu des troubles au Kenya avec des islamistes, et du coup, Total a levé le pied en disant on va attendre de voir ce qu'il en est. Mais sinon, ça aurait été au Kenya. C'est le Kenya qui en aurait profité, et ça n'est pas Mayotte.
alors que c'est total. Vous voyez l'absurdité des choses. Donc l'immigration et l'insécurité qui en est la conséquence ont des conséquences terrifiantes dans tous les domaines, y compris dans le domaine de ces générations de Mahorais qui sont aujourd'hui jeunes et sacrifiés en réalité. Dernière question, Marine Le Pen, parce que le temps tourne et je sais que vous devez nous quitter. L'octroi de mer, Bruno Le Maire veut le supprimer. Or, nous, ici, c'est une ressource considérable pour les collectivités locales qui bénéficient d'une DGF déjà déclassée par rapport au reste de la France. Est-ce que vous allez vous y opposer quand vous serez à l'Assemblée à voter? Mais pas du tout. Moi, je suis depuis des années et des années pour la suppression de l'octroi de mer, mais à la différence de Bruno Le Maire, je compense par une dotation globale de fonctionnement pour les collectivités qui soit calculée de la même manière que celle qui est calculée en métropole. Parce qu'il n'y a aucune raison que les Mahorais payent un impôt supplémentaire, en plus des impôts qu'ils payent. Parce que la dotation globale de fonctionnement, elle est payée par le budget tiré des impôts des Français, sauf pour un certain nombre de départements d'outre-mer qui sont obligés, en plus de rajouter de l'argent pour financer leur collectivité. Je suis désolé, c'est injuste. Donc il faut que la DGF soit la même. Il faut aussi que le calcul du nombre d'habitants soit réel, parce que, en fait, on ne cesse de nous dire depuis des années « Ah, il y a 350 000 habitants à Mayotte, il y a 350 000 habitants à Mayotte. » Je suis désolé, mais enfin, quand on discute avec les gens un peu sérieux qui ont fait des études et les élus de terrain sont sérieux et sont au plus près, ils disent « Oui, enfin bon, il y a entre 500 et 600 000 personnes. » Donc en réalité, on demande, avec une DGF qui est diminuée, de prendre en charge une population qui est considérablement plus importante que celle que l'État veut bien accepter d'admettre. Donc je pense que c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je vais travailler en rentrant à Paris. Moi, je veux qu'on sache précisément combien il y a de personnes. Il y a des moyens, le nombre de bouteilles d'eau distribuées, la fibre, le nombre de foyers, me disaient des élus, où ils se sont retrouvés avec 2 fois ou 3 fois le nombre qui était annoncé par l'INSEE. Voilà, donc c'est ça. Et en revanche, il faut conserver l'octroi de mer pour les importations qui rentrent en compétition directe avec les productions locales, car nous devons de protéger, bien entendu, nos productions locales. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.